Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat et à suivre ce matin l'adoption dans la nuit d'hier à aujourd'hui du projet de loi relatif à la protection des données personnelles. Un texte qui vient réviser la loi fondatrice en la matière, celle de 1978 et qui est donc déjà vieille de 40 ans. Objectif de ce texte, inscrire dans la loi le paquet européen. Alors, cette actualité législative a été percutée par un scandale mondial, celui de Cambridge Analytica, du nom de cette firme britannique qui a utilisé de façon indue les données personnelles de 50 millions d'utilisateurs Facebook dans le cadre de la campagne de Donald Trump. Vous le voyez, la question de la protection des données personnelles est donc aujourd'hui fondamentale. Je vous propose donc de revenir au débat hier sur ce projet de loi et notamment sur l'article 14 qui porte plus précisément sur les algorithmes utilisés par les administrations. Article 14, amendement numéro 95 du gouvernement. Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs, cet amendement 95 vise à maintenir dans sa rédaction actuelle l'alinéa 1er de l'article 10 de la loi dite CNIL. Alors, matériellement, le champ de la rédaction issue de la Commission et celui du droit actuel, nous le considérons comme identiques et il nous semble préférable de s'en tenir plutôt au droit en vigueur qui a au moins deux avantages. Le premier, c'est que c'est le droit actuellement pratiqué et connu et le deuxième, c'est qu'il est plus explicite que la proposition de votre rédaction parce qu'il ne procède pas à un renvoi au règlement et vise directement les traitements automatisés de données à caractère personnel prohibé, c'est-à-dire, pour les rappeler, les traitements destinés à évaluer certains aspects de sa personnalité. Nous considérons que le droit actuel est plus performant aujourd'hui que la proposition que vous seriez amené à faire. Bien, Madame la rapporteure, votre avis? Il nous semblait que la définition trouvée à la Commission était plus complète, puisque à la place de une appréciation sur le comportement d'une personne, nous renvoyons justement au profilage, la définition du profilage, qui consiste à partir de faits passés relatifs à une personne, à évaluer la probabilité de faits passés, présents ou futurs la concernant, qu'elle ait commis une infraction. Bon, sagesse. Bien, avis de sagesse de la Commission, avis favorable du gouvernement, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Deux amendements en discussion commune. Premier du gouvernement, numéro 96, Madame la Ministre. Monsieur, pardon. Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Alors, en préambule, le gouvernement se doit de noter la convergence de vues sur le fond avec Madame la rapporteure. Vous avez écrit dans votre rapport « On ne saurait admettre que l'administration se défausse de ses responsabilités sur la machine en jouant de la complexité technique et de la réputation d'infaillibilité des automates pour masquer ses propres choix. » Eh bien, je partage tout à fait cette analyse. C'est bien cela qui fait du tort, en définitive, à la dématérialisation et à la modernisation de nos modes d'action et qui la caricature. Malheureusement, si cette convergence visible dans votre rapport semble cette convergence qui était visible dans l'analyse du rapport semble s'être perdue dans le texte finalement adopté par la Commission des lois qui nous semble obscurcir et limiter considérablement le champ d'application et sur lequel il se doit donc de revenir. Alors, le présent amendement, il rétablit globalement le texte dans sa version issue de l'Assemblée nationale. L'équilibre qui avait été trouvé. Il s'agissait de réellement permettre le recours à des décisions administratives prises sur le fondement d'un traitement algorithmique, tout en offrant les garanties nécessaires pour la sauvegarde des droits, libertés et des intérêts légitimes des usagers concernés. En premier lieu, il est important que figurent explicitement dans le texte de la loi informatique et liberté les garanties prévues. Permettez-moi de revenir dessus sur ces trois garanties. Transparence, intervention humaine et maîtrise. Transparence. L'usager est informé systématiquement lorsqu'une décision est prise sur le fondement d'un traitement algorithmique. Il peut demander des informations supplémentaires très détaillées. Deuxièmement, il s'agit de l'intervention humaine à travers le droit de recours qui est permis déjà aujourd'hui. Et enfin, de la maîtrise du traitement. Et cette garantie, elle doit être explicitée et la CNIL y a particulièrement insisté sur ce point dans son avis. Le lien entre la maîtrise et la transparence à travers l'explicabilité du traitement, et on y reviendra plus tard sur plusieurs amendements, est important pour l'économie globale du dispositif. À notre sens, l'obligation de maîtrise constitue une intervention humaine a priori,
dans le cadre de l'élaboration du traitement algorithmique lui-même. C'est donc la garantie que propose le gouvernement contre le risque lié à l'essor de l'intelligence artificielle et des algorithmes que l'on appelle auto-apprenants et des traitements dits de boîte noire. Alors, le gouvernement vous propose d'affirmer ces garanties, qui sont selon nous suffisantes, plutôt que de restreindre drastiquement le champ d'application de ces usages. Oui, Madame la rapporteure, votre avis? Merci. La commission des lois a estimé que les garanties apportées par l'Assemblée nationale en ce qui concerne les décisions prises par l'administration sur le fondement d'algorithmes n'étaient pas suffisantes. Sans méconnaître les bénéfices liés à l'usage d'algorithmes par l'administration, la commission a voulu se prémunir d'un triple risque. 1. Une décision automatisée risque d'être aveugle à des circonstances de l'espèce qui mériteraient d'être prises en compte parce que l'algorithme n'a pas été programmé pour le faire. Le recours aux algorithmes doit donc être réservé à des cas qui n'appellent aucun pouvoir d'appréciation. Le deuxième risque, lié à l'essor de l'intelligence artificielle, est que des décisions administratives individuelles soient prises sans que personne ne sache suivant quels critères. L'algorithme ayant déterminé lui-même les critères à appliquer et leur pondération. C'est ce qu'on appelle le phénomène des boîtes noires. Le troisième risque est que la programmation des algorithmes destinés à prendre des décisions individuelles n'aboutisse à contourner les règles de fond et de forme qui encadrent l'exercice du pouvoir réglementaire. Ainsi, dans la procédure dite admission post-bac, les candidatures des lycéens dans les licences universitaires étaient classées suivant des critères reposant sur une base légale fragile, qui n'avaient jamais été explicités dans un texte réglementaire et qui n'étaient même pas rendus publics. On ne saurait admettre que l'administration se défausse, c'est ce que vous disiez, en répétant les arguments de la Commission, se défausse ainsi de ses responsabilités sur la machine en jouant de la complicité technique et de la réputation d'infaillibilité des automates pour masquer ses propres choix. La Commission des lois a donc choisi de n'autoriser les décisions administratives individuelles prises sur le fondement d'un traitement automatisé de données personnelles que lorsque ce traitement a pour objet d'appliquer strictement des dispositions légales ou réglementaires à des faits dont la matérialité et la qualification juridique ont été établies sur un autre fondement qu'un traitement automatisé. Cela rend inutile la précision apportée par l'Assemblée, selon laquelle le responsable de traitement s'assure de la maîtrise du traitement algorithmique et de ses évolutions, afin de pouvoir expliquer en détail et sous une forme intelligible à la personne concernée la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard. Pourquoi ? D'une part, parce que l'algorithme ne pourra pas évoluer, ce ne sera pas une boîte noire et il sera programmé pour appliquer strictement le droit, c'est une de nos exigences principales. D'autre part, parce que le Code des relations entre le public et l'administration garantit déjà à tout administré la possibilité de se voir communiquer les règles et les principales caractéristiques de mise en œuvre d'un algorithme lorsque celui-ci a servi à prendre une décision à son égard. Nous retrouvons ce problème, je crois, dans les amendements à venir. Enfin, contrairement à ce qu'indique l'objet de l'amendement gouvernemental, il paraît tout à fait nécessaire d'inscrire dans la loi que l'algorithme doit avoir pour objet d'appliquer strictement des dispositions légales ou réglementaires. Il existe en effet toutes sortes de décisions administratives individuelles dont le sens n'est pas déterminé par le cadre législatif ou réglementaire. Ce sont les décisions pour lesquelles l'administration dispose d'un pouvoir d'appréciation. Or, nous refusons absolument que de telles décisions soient prises sur le fondement d'un algorithme, ce qui reviendrait d'ailleurs pour l'administration à renoncer à son pouvoir d'appréciation au cas par cas. Avis défavorable. En conclusion, avis défavorable, donc avis favorable du gouvernement, avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Un amendement, d'ailleurs c'était en discussion commune, mais comme on a fait le vote différemment, on continue. Amendement 138 de Madame Sylvie Robert. Oui, je vais aller vite puisque cet amendement reprend en partie les garanties apportées par le paragraphe 3 de l'article 22 du règlement en matière de protection des droits et des libertés de l'individu, et notamment de prévoir que dans le cadre des décisions administratives individuelles prises sur le fondement d'un algorithme, l'intéressé puisse exprimer son point de vue et surtout contester
la décision qui en résulte. En fait, c'est un renforcement du droit au recours. Je voudrais en profiter, Monsieur le Président, rapidement, puisque nous sommes sur l'article 14, et je voudrais féliciter la rapporteure pour la réécriture de cet article, qui, de mon point de vue, apporte beaucoup plus de garanties en la matière. Et bien sûr, la question des algorithmes, on le sait, soulève et de plus en plus de nombreuses questions aujourd'hui. Et je ne souhaitais pas, même si on pourra y revenir, qu'elle soit évacuée comme cela. Mon amendement peut tout à fait concerner je dirais, une disposition qu'on a débattue dans cet hémicycle il y a quelques semaines, qui concernait la loi d'orientation pour les étudiants et singulièrement Parcoursup, puisqu'on est en plein quand même dans le débat, puisque Parcoursup est quand même un algorithme. D'ailleurs, il se compose de 2 algorithmes, un algorithme central et un appareillement avec des algorithmes locaux. Et je pense qu'on peut avoir un débat sur cette question à la fois de transparence et du coup d'incidence sur à la fois cet appareillement et je dirais, l'opacité qui règne autour de cet algorithme. Je voudrais terminer par dire que on se souvient, puisqu'on parle de cas concrets de la question d'APB, ce qui avait fait défaut dans APB, c'était justement que l'opacité ne permettait plus la confiance. Et je crois que cette question de confiance est extrêmement importante quand on parle d'algorithme. Et je trouve que, en tout cas, la réécriture que vous avez faite, Madame la rapporteure, de cet article 14, qu'on essaie d'améliorer et sur lesquels nous allons apporter des amendements, est fort bienvenue aujourd'hui. Merci. Donc, avis de la Commission sur cet amendement 138. Favorable. Eh bien, avis favorable de la Commission. Et le gouvernement dit quoi, Monsieur le ministre? Alors, encore une fois, si le gouvernement partage bien sûr l'objectif de cet amendement, et je le répète, qui est de s'assurer que la personne concernée par la décision puisse faire valoir son point de vue et bénéficier d'un plein droit de recours, et vous avez rappelé votre regard général sur cet article 14, que nous partageons aussi, sur la nécessité la plus absolue de transparence. Et le gouvernement est défavorable à votre amendement, car nous pensons que les autres mesures permettent d'appliquer toute l'ambition par ailleurs. Bien, à vous, pour explication de vote. Ouzoulias. Oui. Ma collègue Sylvie Robert vient d'évoquer le débat que nous avions eu en séance dans cet hémicycle pour la loi orientation et réussite des étudiants, où unanimement notre Haute Assemblée avait considéré que les algorithmes locaux devaient être dissociés de la décision prise par l'administration. La ministre s'était engagée sur ce principe, elle nous avait donné des garanties et on s'est aperçu que dans les décrets, une autre voie réglementaire a été prise qui considère que le résultat de l'algorithme est partie prenante de la décision du jury qui est couvert par le secret des délibérations. Ce qui en droit n'est pas recevable, puisqu'il s'agit réellement d'un traitement automatisé qui est préalable au débat des enseignants sur les dossiers. Donc l'article 14, tel qu'il est proposé aujourd'hui, vient combler un vide juridique de façon tout à fait pertinente et je le soutiendrai volontiers. Bien, donc nous passons au vote. Il y a un avis favorable de la Commission, un avis défavorable du gouvernement. Madame Morin-Desailly, pour explication de vote. Oui, je voulais juste apporter un complément d'information à notre débat, puisque on évoque la loi orientation et réussite des étudiants que nous avons votée il y a quelques semaines ici dans l'hémicycle. Je me fais un petit peu aussi le porte-parole du rapporteur Jacques Grosperrin, avec lequel on a discuté ces derniers jours sur ces questions de transparence des algorithmes. Il est vrai qu'au moment des débats, ce dernier était très sensible à l'idée de la publication des algorithmes locaux.
pour que, en effet, on ne retourne pas dans un système de boîte noire tel que APB avait fini par être appréhendé. D'ailleurs, dans le dispositif APB, on avait l'impression que toute décision humaine, d'ailleurs, avait totalement disparu et que finalement, on s'en remettait complètement aux résultats produits pour la machine. Bon, je crois que l'état d'esprit de la loi orientation et réussite des étudiants n'est pas cela. On a quand même, pour dire honnêtement les choses, débattu de l'idée que les inscriptions se faisait bien sûr de manière automatisée avec un certain nombre de critères voilà, qui sont établis, mais que le résultat, c'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord avec notre collègue Ouzoulias, le résultat ne devait être qu'une aide, et non pas conditionner totalement et directement et inéluctablement la décision. Je rappelle quand même qu'il y a un comité pédagogique qui doit quand même examiner les choses. Et je rappellerai aussi que le Sénat a voulu, dans sa sagesse, instaurer bien sûr un comité déontologique qui puisse bien entendu être garant, un comité éthique et scientifique plus précisément, qui a vocation à prévenir tout risque lié à en effet un déficit de transparence. Mais ce que je veux dire assez concrètement, c'est que la part humaine dans le cadre des décisions qui sont prises dans un cadre pédagogique, le secret des délibérations aussi d'une instance qui se réunit est tout à fait légitime. Donc je souscris tout à fait au travail fait par Madame Joissains, qui est un excellent travail et qui justement pose les conditions que nous-mêmes nous avions établies. Mais je voulais juste apporter ce type de précision et dire aussi que le texte a été voté à l'époque en l'état avec cet amendement du gouvernement. On est aussi dans une année de transition où les universités vont expérimenter en quelque sorte le dispositif, qu'il faudra être attentif aussi aux remontées qui vont venir du terrain pour ajuster au mieux le processus d'orientation des élèves vers leur parcours de réussite, qu'ils sont là dans une phase où ils vont rentrer dans la phase où ils terminent leurs vœux entre le 15 et le 30 mars, donc le processus est enclenché. Donc je me demande, Madame le rapporteur, si la disposition proposée, qui est un renforcement de cette obligation de transparence qui est tout à fait légitime, mériterait pas d'être appliquée voilà, à partir du moment où le processus est déjà, pour cette année en tout cas, terminé. Bien, il y a un avis favorable de la Commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est un amendement 138 adopté. Donc nous passons à deux amendements identiques, le 97 du gouvernement. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, avant d'aborder l'amendement 97, je voudrais simplement que l'on ait tous en tête l'idée que nous allons bien discuter de ce sujet de l'application de la loi ORE dans le cadre de l'amendement 99, sur lequel je prendrai le temps d'expliciter la position du gouvernement, de la détailler, de vous rassurer sur de nombreux éléments, parce que sur ce sujet, nous partageons et la même ambition, et je crois que je serai en mesure de vous apporter de nombreuses informations actualisées. Alors, sur l'amendement 97, je voudrais aussi en profiter pour faire un petit commentaire plus général sur l'utilisation des data science, des sciences de la donnée au sein de l'administration. Dans le cadre de la modernisation de l'action publique, nous souhaitons que les data science se répandent dans l'administration française et que les opérations d'enquête ou de contrôle puissent s'appuyer plus souvent sur des analyses de données, à la fois pour optimiser l'activité des services d'enquête dont les ressources, notamment humaines, sont toujours trop limitées, mais les traitements sur lesquels ils peuvent s'appuyer doivent demeurer exactement cela, des outils d'aide à la décision. Rien de plus, rien de moins. C'est bien cette situation qui prévaut aujourd'hui dans l'appareil d'État, des outils d'aide à la décision basés sur les sciences de la donnée, y compris au sein de l'administration fiscale. En outre, cet alinéa, il nous semble contraire au règlement, puisque dans le cas de cet alinéa, aucune garantie n'est prévue pour que ces actes, alors qu'ils affectent significativement les personnes, ne reçoivent aucune garantie. Si je reviens sur ces garanties, il y a d'abord le droit au recours,
à faire valoir son point de vue, qui n'existe pas dans le cas tel qu'il est rapporté dans cette écriture, mais il n'y a pas non plus dans ce cas de mention dans l'acte alertant la personne sur le recours à un algorithme. Pour ces raisons, nous proposons cet amendement. Bien. Amendement présenté par Monsieur Durin, identique. Il est défendu. Et donc, avis de la commission sur ces deux amendements identiques. Un simple acte d'enquête ou de contrôle peut être intrusif, même si la commission l'avait décidé différemment. La réflexion sur les algorithmes est vraiment loin d'être aboutie. Nous ne savons pas encore très clairement dans quelle mesure nous pouvons nous y fier, quels biais ils peuvent comporter, quelles discriminations ils peuvent engendrer, quelle est la bonne manière de les contrôler. Raison pour laquelle nous avons pris certaines mesures que nous détaillons peu à peu. Il serait bon d'ailleurs que le gouvernement nous fasse part de son appréciation sur l'idée de créer une commission consultative, voire une autorité administrative spécialement chargée du contrôle des algorithmes. En attendant d'y voir plus clair, je pense qu'il convient de faire preuve de prudence et à titre personnel, je donne avis favorable à ces amendements. Bien, donc avis favorable aux amendements du gouvernement et de Monsieur Durin, qui sont identiques. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Nous allons à présent passer à 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. D'abord, le 98, soutenu par le gouvernement. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission des lois, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Alors, cet amendement 98, il vise à supprimer l'alinéa 8 de l'article qui prévoit la nullité des décisions administratives individuelles prises sur le fondement d'un traitement algorithmique ne comprenant pas la mention d'information de l'usager, mention obligatoire. Alors, si le gouvernement partage pleinement, et je le répète encore une fois, et je le répéterai souvent, pleinement l'objectif de faire appliquer l'article L311-3.1 du Code des relations entre le public et l'administration, il n'est pas favorable à ce que l'absence de mention dans la décision conduise immédiatement à la nullité de cette dernière, ce qui serait, selon nous, complètement disproportionné. Il nous semble, d'une part, que ce point doit être laissé à l'appréciation du juge administratif, avec l'application de la jurisprudence d'Antony en la matière qui n'est pas univoque. Il note d'autre part qu'il n'existe pas de précédent de ce type en matière d'obligation d'éditique. En effet, aujourd'hui, l'autre mention obligatoire dans les décisions administratives concerne la mention des voies et délais de recours de la décision. L'absence de ces mentions n'entraîne pas la nullité des décisions, mais la simple non-opposabilité des délais de recours. La décision, elle, reste valide. Concrètement, que signifierait la nullité de la décision dans des cas très pratiques pour les Français? Si je reçois mon avis d'imposition sans mention, est-ce que je peux refuser de payer l'impôt? Si je reçois la décision que je peux recevoir le RSA sans mention, quelles en seraient les conséquences? Alors je veux le redire simplement pour que la position du gouvernement soit très simple. La mention, elle est bien obligatoire, elle est présente dans le droit existant, et nous la ferons respecter et nous la faisons respecter. Merci, Monsieur le ministre. En discussion commune, l'amendement 145, défendu par Madame Carrière. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous avons tous conscience des gains administratifs à tirer de l'utilisation des nouveaux outils technologiques comme les algorithmes. Lors de l'examen de la loi pour une République numérique, le groupe RDSE avait cependant déjà pointé les limites de l'utilisation d'algorithmes pour la transparence des décisions individuelles prises sur ce fondement. Mes collègues avaient alors proposé et obtenu que les caractéristiques de ces algorithmes puissent être communiquées aux personnes intéressées qui en faisaient la demande. Comme l'a souligné l'Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques, c'est moins le logiciel d'admission post-bac que les dispositions juridiques et les choix politiques sur le fondement desquels il a été programmé qui ont conduit aux bugs largement commentés. Beaucoup considèrent que la résistance des ministères à communiquer les codes sources de tels algorithmes contribue à accroître les suspicions qui existent à leur encontre. En cas de généralisation de traitements automatisés similaires, il est à craindre que les fondements effectifs des décisions administratives deviennent moins accessibles et moins intelligibles si ces codes sources ne sont pas communiqués. C'est pourquoi nous souhaitons que ces caractéristiques techniques soient systématiquement publiées afin que chacun puisse prendre connaissance des critères effectivement
exclusivement retenus dans l'élaboration de telles décisions individuelles. Dès lors que ces algorithmes n'ont pas vocation à se substituer totalement à l'appréciation des agents administratifs chargés de préparer les décisions concernées, il n'y a pas de raison de vouloir s'opposer à leur libre communication. À l'ère de la transparence, il serait invraisemblable de pouvoir maintenir de l'opacité sur ces questions. Merci, chers collègues. L'amendement 134 rectifié. Merci, Monsieur le Président. Il s'inscrit dans le droit fil de ce qui vient d'être présenté par notre collègue Carrère. L'article 311-3-1 du Code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction actuelle, prévoit que les informations concernant le fonctionnement de l'algorithme sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande. Nous proposons d'inverser le principe, dès lors que les algorithmes sont partout, qu'ils seront encore plus présents dans les années à venir, que la transmission à l'intéressé soit systématique et que l'intéressé n'ait plus à en faire la demande. Donc c'est l'objet de cet amendement qui permettrait d'assurer l'information des administrés sur le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision, de communiquer à l'administré la nature des données traitées et leurs sources, les paramètres de traitement et éventuellement leur pondération. Donc les conditions d'application de cet article seraient fixées par décret en Conseil d'État. Merci, chers collègues. Je vais demander l'avis de la Commission pour cette série d'amendements. Madame la rapporteure. Merci, Président. L'amendement numéro 98, l'avis de la Commission est défavorable, parce qu'à quoi sert finalement de créer, de déclarer des droits si le citoyen n'en est pas informé et si finalement ces droits-là restent lettre morte. La loi pour une République numérique, qui a été promulguée en octobre 2016, a prévu que les décisions individuelles fondées sur un traitement algorithmique devraient comporter une mention en ce sens. L'administration doit appliquer la loi, tout simplement. Alors après, je peux vous parler de la jurisprudence Anthony, mais au-delà de ça, dans la pratique, puisque vous y faisiez allusion, dans la pratique, ça nécessitera simplement de renvoyer la même décision, le même courrier, avec la mention. Voilà ce que ça occasionnera. Je pense que c'est pas forcément plus mal, de temps à autre, pour que les pratiques se mettent en place, de sonner un petit peu l'alarme, tout simplement. Ensuite, concernant l'amendement de Madame Carrère, je dirais que la proposition est satisfaite, mais je dirais sagesse. Sagesse, pour ma part, je voterai pour. Idem, du reste, pour l'amendement numéro 134 rectifié. Merci, Madame la rapporteure. Quel est l'avis du gouvernement pour le 145 et 134 rectifiés? Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je reviendrai d'abord sur le 134 rectifié. Le gouvernement est défavorable à cet amendement. Il a déjà eu l'occasion de le dire à l'Assemblée nationale, mais permettez-moi de réexposer, puisque ça a été l'objet de nombreuses discussions depuis tout à l'heure, à nouveau l'équilibre que nous avions trouvé en matière d'information sur les algorithmes. Et cet équilibre, tel qu'il avait été trouvé, il me semble bon. D'abord, les administrations sont, et vous avez rappelé le texte qui a permis, sont tout d'abord soumises à une obligation générale de publier en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leur mission lorsqu'ils font des décisions individuelles. C'est donc un premier niveau d'information a priori pour tous les usagers et à tout moment, et ce sera une obligation généralisée à compter d'octobre 2018. Première étape. Deuxième, il y a ensuite une information systématique de chaque intéressé concerné en cas de décision. La personne est informée à chaque fois de la mise en œuvre du traitement algorithmique par une mention bien visible dans la décision. Vous venez de le redéfendre, je rappelle cette obligation. L'élément sur lequel nous nous opposons, c'est celui de la conséquence de l'absence de cette mention. Mais cette mention, elle est obligatoire. Il s'agit d'ailleurs d'une des administrations qui est en charge de le faire respecter. Et donc, c'est le cas, ce sera de plus en plus le cas, et celles qui ne l'ont pas fait jusqu'à aujourd'hui le feront de plus en plus. La nullité ne peut pas être une sanction la nullité serait une sanction que nous considérons comme étant non proportionnelle. Cette mention, elle fait déjà, elle précise la finalité poursuivie par l'algorithme et elle rappelle le droit de la personne d'obtenir communication des règles du traitement et de leur application dans son cas particulier, ainsi que sur les modalités d'exercice de son droit à la communication et à la saisine. Troisième étape, si la personne en fait la demande, elle obtient donc beaucoup plus d'informations. Ces informations, qui sont précisées au niveau réglementaire, elles sont au nombre de 4. Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision. 2. Les données traitées et leurs sources, ainsi que les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération.
appliquée à la situation de l'intéressé, et quatrièmement, les opérations qui ont été effectuées par le traitement. Cette information-là, elle est individualisée, elle est très détaillée, elle comprend l'intégralité des données ayant servi à faire fonctionner l'algorithme. Toutes ces caractéristiques, c'est ça qui fait l'intérêt du dispositif. Mais elles en font également pour l'instant un dispositif qui n'est pas automatisable ou généralisable et qui exige un traitement au cas par cas. Donc une charge réelle pour les services. Aujourd'hui, ce sont bien des êtres humains, des agents publics qui prennent le temps de faire ces réponses personnalisées en réunissant toutes ces informations. Alors s'il fallait prévoir une information systématique des personnes, comme le propose cet amendement, il faudrait mettre en place un mécanisme automatisé et donc la conséquence, ce serait de dégrader le niveau d'information qui serait donné. Alors, il me semble qu'il y a aujourd'hui un bon équilibre entre des vecteurs d'information systématiques et la possibilité d'obtenir sur demande des informations beaucoup plus détaillées, par exemple lorsque la décision est défavorable, dans ce cas je veux en savoir plus, ou en cas de questionnement sur les motivations. La garantie de transparence doit notamment se lire en lien avec les garanties liées au recours prévues par le règlement dans le considérant 71. Enfin, je veux revenir sur le code source. Le code source des algorithmes ayant des conséquences sociales, sanitaires ou économiques sera également mis à la disposition du public, ce qui permettra une complète redevabilité de l'administration, puisque des personnes pourront, et de la personne de la société experte, de la société civile, pourront l'analyser en détail, voire rejouer des situations, rejouer des scénarios et vérifier que la procédure s'est correctement déroulée. Concernant l'amendement 145, dans la continuité du 134, je souhaiterais revenir sur quelques éléments. Sur la question de la nullité en cas d'absence de mention, nous en avons parlé, mais s'agissant du reste de l'amendement, il est déjà très largement, voire complètement satisfait par le droit. En vertu de l'article L312.1.3 du Code des relations entre le public et l'administration, les administrations devront, et je l'ai rappelé dans les différents grades, devront, à compter d'octobre 2018, publier en ligne, accessible au grand public, toutes les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés. Pour toutes ces raisons, le gouvernement est défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais mettre aux voix les amendements. Monsieur Ouzoulias, pour explication de vote. J'aimerais être sûr, Monsieur le Ministre, d'avoir parfaitement compris votre analyse. Je crois qu'elle satisfait une des interrogations que nous avons évoquées à l'instant. Reprenons l'exemple de ce qui se passe avec la loi orientation et réussite des étudiants. Il y a Parcoursup qui est soumis au contrôle que vous avez indiqué. Les dossiers arrivent dans les universités. Ils sont traités par des algorithmes locaux qui permettent un pré-tri automatisé. Ensuite, ils sont transmis au jury qui décide sur un examen pédagogique des dossiers, la recevabilité du dossier. J'aimerais savoir, et je crois que vous avez répondu favorablement, si les algorithmes locaux mis au point par les universités pour faire le tri des dossiers qui leur arrivent par le biais de Parcoursup seront soumis aux mêmes conditions évoquées dans l'article 14. Je crois que vous avez dit oui. Est-ce que vous nous le confirmez? C'est oui, donc. Ça vous engage, Monsieur le Ministre. Merci, chers collègues. Madame Goulet, pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, moi je vais soutenir les positions de la Commission, parce qu'une grande confiance n'exclut pas une petite méfiance. Est-ce que vous connaissez un proverbe normand? Parce que vous connaissez, Monsieur le Ministre, tout ça par cœur, mais il n'y a pas encore tellement longtemps, notre ministre de la Défense parlait d'algorithmes, et quand on lui demandait des détails, on n'était pas très bien sûr qu'il avait tout compris. Et nous, d'ailleurs, et vous serez peut-être au banc demain sur l'excellent texte sur la transposition du code financier sur les services de paiement dans le marché intérieur. Il faudrait nous faire une version pour les nuls, pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit, tant le texte qui nous est proposé est abscon. Donc, moi, je pense que les explications que vous allez donner aux contribuables, les explications que vous allez donner dans l'exemple qui est pris dans l'excellent rapport de notre commission sur un établissement de crédit qui souhaite confier à un automate le soin d'évaluer la solvabilité des emprunteurs, je pense que tous les éléments que vous allez devoir donner pour justifier du détail de la procédure et de l'algorithme, et les explications qui seront données, ce serait bien que vous puissiez nous donner un exemple de la façon dont ce sera expliqué. Parce que moi, voyez-vous, je doute non pas sur la qualité de l'explication, mais sur l'entendement
qu'aura le citoyen lambda des explications que vous allez lui donner sur une procédure qui est somme toute un peu nouvelle et qui, en tous les cas, utilise des procédés qui sont parfois totalement étrangers, soit aux contribuables, soit aux demandeurs d'un crédit, et encore plus aux étudiants qui ont été visés par la procédure dont on parle tout à l'heure. Donc moi, je crois que plus nous donnerons des garanties d'une loi claire et des sanctions importantes, puisque la nullité, finalement, ça obligera l'administration à être intelligible, et je pense que ce n'est pas une mauvaise disposition. Merci, cher collègue. Monsieur de Belenet, pour explication de vote. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur le Ministre, chers collègues, très brièvement, j'entends les doutes sur un sujet aussi technique. J'entends aussi un ministre qui, à la différence de celui des armées, est un expert sur le sujet et démontre les choses de manière pragmatique, claire et presque intelligible pour les non-initiés. Je parle à titre personnel. Mais je suis plutôt enclin à lui faire confiance. Alors peut-être que cette inclinaison n'est pas pleinement partagée dans l'hémicycle. Et dans ce cas, quand on n'a pas cette inclinaison à la confiance, ce qui est intéressant, c'est peut-être de regarder comment ceux qui sont directement concernés vivent les choses. Et on a fait le lien souvent, tout au long de cet article, avec l'amendement 99 qui arrive, qu'évoquait tout à l'heure, avec une vraie connaissance, Catherine Morin-Desailly. La conférence des présidents d'université confirme en pratique ce que nous dit le ministre et attendra de nous, espère de nous, que nous adoptions le futur amendement 99. Et donc je me dis, si le ministre tient un discours que sur un certain nombre de sujets, ceux qui vivent l'utilisation de ces outils confirment ce que dit le ministre, pourquoi prendre un risque quand le ministre nous dit qu'il y en a un? Merci, chers collègues. Je ne vois plus de demande. Monsieur Durin, pour explication de vote. Oui, moi j'ai bien entendu l'inclination de M. de Belenet, et c'est assez logique finalement. J'ai trouvé que le ministre était plus que presque inintelligible, il était tout à fait intelligible et que c'était très solide et très argumenté. Moi, ce qui m'inquiète quand même en dernière analyse, c'est que nous disons il faut qu'il y ait une information systématique des administrés. Et vous nous dites, en décrivant un parcours du combattant extrêmement ardu et escarpé, il y aura un recours de premier niveau, puis de deuxième niveau, puis de troisième niveau, et à la fin des fins, ils auront accès à toutes les informations utiles et nécessaires. Je trouve que entre quelque chose qui est systématique et ce que vous nous avez décrit, il y a quand même un monde. Et puis dernier sujet, vous objectez à un argument de principe, l'accès systématique à une information, un argument de moyen, en nous disant on ne peut pas le faire, c'est pas possible, ça demande trop de temps de travail. Donc pour toutes ces raisons, parce que je reprendrai la formule normande de notre collègue, je resterai sur cette requête dans cet amendement. Merci, chers collègues. Plus de demandes d'explication de vote. Je mets aux voix l'amendement 98 du gouvernement avec un avis défavorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement 145 avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté et fait tomber le suivant, le 134 rectifié. Je mets aux voix l'article... Ah, pardon. Oui, le fameux amendement 99 du gouvernement. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission des lois, Mesdames et Messieurs, si vous me permettez, je prendrai un peu de temps pour être précis, complet, car je crois que dans cet article, c'est peut-être l'amendement qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Alors le présent amendement, il a pour objet de rétablir une disposition de la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants supprimée par la Commission des lois.
Avant toute chose, et vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, cette loi elle est entrée en vigueur il y a tout juste 2 semaines, après avoir été adoptée par le Sénat en février dernier. Modifier le droit applicable à ce stade de la procédure Parcoursup suscite déjà, et nous sommes regardés, une très vive inquiétude dans les établissements d'enseignement supérieur qui devront commencer à examiner les vœux des lycéens, de plusieurs millions de lycéens, dans une dizaine de jours. La Commission des lois considère que cette disposition, qui protège le secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures, ouvrirait la voie, à la lumière de l'article 14 du présent projet de loi, à une généralisation du traitement algorithmique pour produire les décisions d'affectation sans aucune intervention humaine. Je voudrais donc rappeler quelle a été la vision et la philosophie du gouvernement dans tout le cadre de la refondation de l'accès au premier cycle pour l'expliquer et pour apporter plus de clarté et plus de précision technique. Alors, pour mettre un terme à l'opacité qui entourait le fonctionnement de la plateforme APB, que nous reconnaissons tous, puisque ça a même été un élément que nous avons signalé dès notre arrivée au pouvoir, le gouvernement a articulé la procédure d'inscription en licence autour de 2 exigences fondamentales. La première, c'est remettre de l'humain dans la procédure d'affectation en écartant toute prise de décision sur le seul fondement d'un algorithme. C'est bien le premier pilier de ce projet. Le deuxième, c'est celui de garantir la transparence de la procédure d'affectation autant au niveau national qu'au niveau local. Et je vais être très précis. D'abord sur la transparence. Les nouvelles dispositions de l'article L612.3 du Code de l'éducation, qui sont issues de cette loi, garantissent cette transparence, qu'il s'agisse du fonctionnement de la plateforme Parcoursup en général ou de la procédure du traitement des dossiers de candidature dans les établissements. Les critères d'examen des vœux sont publics, la loi instaure un critère général, la cohérence entre le profil du candidat et les caractéristiques des formations demandées. Alors, conformément aux alinéas 2 et 3 du 1 de l'article L612.3, toutes les informations relatives aux éléments pris en compte pour l'examen des dossiers dans les 13 000 formations qui sont inscrites dans Parcoursup, chacune sont mises à la disposition des lycéens sur la plateforme. Les critères d'examen ne sont pas les seuls éléments rendus publics. Le 2 de l'article prévoit que la transparence s'applique également au traitement automatisé. Cela concerne également le code source de l'outil d'aide à la décision proposé aux formations par le ministère pour les assister dans l'examen des vœux. Pour le redire, ça veut dire qu'il n'y a pas de boîte noire, à la fois transparence sur les critères, transparence sur les traitements, ouverture du code source de l'algorithme national et, pour le dire très précisément, ouverture du code source de l'outil d'aide aux établissements. Mais ce n'est pas fini. Ensuite, concernant l'obligation d'une intervention humaine, j'ai rappelé que c'était le premier pilier de ce projet de loi. Dans les établissements, les équipes de cette loi, d'ailleurs, ce n'est plus un projet, elle est depuis 2 semaines une réalité. Dans les établissements, les équipes pédagogiques devront suivre une procédure pour l'examen des vœux qui exclut toute prise de décision automatisée. C'est pour ça que vous me permettrez de nuancer la présentation que vous avez pu faire de la procédure telle qu'elle a lieu dans les établissements aujourd'hui. Le décret d'application de la loi, il instaure pour chaque formation une commission d'examen des vœux principalement composée d'enseignants chargés d'examiner et de classer les dossiers. Comme son nom l'indique, l'outil d'aide à la décision, et je l'ai rappelé tout à l'heure, dont le code sera publié, n'est qu'un appui proposé à la commission d'examen. La commission peut décider de ne pas l'utiliser du tout, et certaines ont décidé de ne pas l'utiliser du tout. Si la commission souhaite l'utiliser, alors elle doit paramétrer l'outil en fonction des éléments d'appréciation pédagogique qu'elle peut elle seule déterminer, en superviser le fonctionnement et en valider le résultat. Il s'agit bien d'un outil à la main de la commission. Ce paramétrage, il consiste pour l'essentiel à une précision, une hiérarchisation et une pondération des critères qui ont été portés à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup. Donc je le répète, transparence de ces critères sur la plateforme et ensuite un comité qui lui-même pourra apporter une hiérarchisation des précisions et une pondération des critères. Seule cette commission d'examen des vœux est compétente pour décider des réponses qui seront apportées aux candidats. Ainsi, la manière dont l'outil d'aide à la décision est utilisé est indissociable de la délibération elle-même, mais il ne s'y substitue pas. Et c'est ça qui était un élément essentiel de précision. Le module en lui-même ne peut fonder la décision de l'établissement. Celle-ci ne peut découler que des délibérations de cette commission.
Chaque dossier, et il a été rappelé, doit être examiné. C'est l'esprit même de tout le projet. Chaque dossier individuel est examiné par la Commission. C'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement a mobilisé une aide spéciale de près de 10 millions d'euros auprès des établissements pour qu'ils puissent s'assurer de cette évaluation de chacun des dossiers qui est présenté. Ça a été annoncé dimanche, je vous le précise. Enfin, la disposition que nous souhaitons rétablir, elle permet d'ancrer dans la loi le rôle des équipes pédagogiques et de protéger le contenu de leurs délibérations. Concrètement, il s'agit de garantir à chaque candidat, et je vais être très précis, je vais l'illustrer, à chaque candidat un accès individuel aux informations et motifs qui justifient la décision prise par l'établissement. Jusqu'à présent, aujourd'hui, la loi de 79 relative à la motivation des décisions administratives n'imposait pas aux équipes pédagogiques de motiver leurs notes et leurs décisions. La disposition adoptée en février dernier par le Sénat est donc une avancée majeure en faveur de la transparence. Elle permet à chaque étudiant, à titre individuel, d'obtenir tous les éléments qui ont justifié localement la décision de l'établissement. Ça va, si on l'illustre, jusqu'au rang qu'il a obtenu dans le cadre de la décision de cette commission. Ça va même jusqu'au niveau d'appréciation qui a été porté par la commission sur chacun des critères qui a été utilisé pour l'évaluation des admissions. Alors, l'application des dispositions de droit commun, elle conduirait à rendre publics tous les éléments d'appréciation retenus par les équipes pédagogiques, lesquels sont en principe couverts par le principe du secret des délibérations, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État. Une telle remise en cause, elle est excessive et elle crée une absence de protection dans les délibérations de ces équipes pédagogiques, qui, par crainte de recours contentieux, seraient conduites soit à renoncer au module d'aide à la décision, soit à y recourir, mais de façon mécanique, sans l'orienter dans le sens d'une véritable démarche pédagogique. Si on veut respecter cet équilibre entre la capacité de la souveraineté d'une commission, l'utilisation d'outils modernes d'aide à la décision, le rétablissement de cet article est la seule solution pour le faire. Mais en vue de se prémunir contre d'éventuelles dérives, la loi du 8 mars a par ailleurs institué un comité d'éthique et scientifique qui a vocation à prévenir ce type de risque et à garantir une intervention humaine systématique dans le traitement des dossiers et un haut niveau de protection des candidats. Alors, le Sénat a consacré l'existence de ce comité dans la loi de manière à lui conférer pérennité et indépendance. Frédérique Vidal, ministre en charge de l'enseignement supérieur, se tient à votre disposition, et elle nous regarde, et à la disposition des commissions des lois et de la culture, afin de rendre compte du traitement des vœux et au sein de ces formations. Je vous propose par conséquent de rétablir cette disposition en adoptant l'amendement du gouvernement, et j'espère que j'aurai été particulièrement précis. Nous l'avons voulu cette réponse très complète, et nous l'avons travaillé avec tout le gouvernement pour pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Merci, Monsieur le Ministre. Quel est l'avis de Madame la rapporteure de la Commission ? Alors d'abord, je dois dire que si le dépôt de cet amendement a permis le déblocage de 10 millions d'euros en direction des établissements supérieurs et en renfort, nous en sommes déjà très heureux. Voilà. Ensuite, il s'agit ici de la nouvelle procédure d'affectation des bacheliers dans l'enseignement supérieur dite Parcoursup. On se souvient du scandale provoqué par la précédente procédure dite admission post-bac, qui utilisait à la fois des algorithmes de classement des candidatures, notamment dans les filières non sélectives en tension, et un algorithme d'appariement. Les paramètres utilisés par les algorithmes de classement reposaient sur une base légale qui était extrêmement fragile et jusqu'à l'an dernier, ils n'avaient été ni explicités dans un texte réglementaire, ni publiés sous quelque forme que ce soit. La communication du ministère était même vraiment délibérément trompeuse à ce sujet. Je crois que c'est aujourd'hui reconnu par tous et c'est pour ça qu'on n'hésite pas à présent à tirer la sonnette d'alarme en temps et en heure. Dans Parcoursup, il ne sera plus fait appel à un algorithme d'appariement du même type que dans l'admission post-bac. Reconnaît volontiers. En revanche, les formations devront examiner et classer un nombre de dossiers beaucoup plus élevé que précédemment et auront, pour ce faire, recours à des algorithmes de classement. Or, lors de l'examen du projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants, le 7 février dernier, le gouvernement a fait adopter un amendement de dernière minute, déposé en séance publique sans que la commission de la culture ait pu en faire un examen approfondi, qui exonère ces algorithmes de classement des obligations de transparence prévues par le Code des relations entre le public et l'administration. Le rapporteur de la commission de la culture, Jacques Grosperrin, avait au contraire déposé un amendement imposant dans tous les cas la publication des règles de l'algorithme et des principales caractéristiques de sa mise en œuvre. La commission des lois a choisi de revenir sur cette première entorse aux règles de transparence définies par la loi pour une république numérique.
Écartons d'emblée l'un des griefs avancés par le gouvernement. La suppression du dernier alinéa du 1 de l'article 612.3 du Code de l'éducation ne prive nullement de base légale les délibérations des équipes pédagogiques. Nous voulons bien faire crédit au gouvernement qu'aucun dossier ne sera accepté ou rejeté sans examen, sur le simple fondement du résultat produit par l'algorithme de classement. Toutefois, la loi n'empêche pas cette dérive. Le critère, la cohérence entre le profil du candidat et les attendus de la formation demandée, reconnaissez-le, est tout de même extrêmement large, sinon vague. Si tous les dossiers doivent être réexaminés par les équipes pédagogiques, pourquoi les préordonnancer au moyen d'algorithmes de classement? Il y a tout lieu de craindre que l'examen humain ne soit au mieux que superficiel, à minima, pour certains dossiers, très bien ou très mal classés. Dès lors, il nous paraît légitime que les bacheliers puissent savoir quels critères de classement leur ont été appliqués par voie d'algorithme, conformément au droit commun. Toutefois, je peux entendre, ce qui me remonte depuis quelques jours aussi au niveau des présidents d'établissements, je peux entendre la crainte que les établissements d'enseignement supérieur ne soient déstabilisés au cours de la première année d'application de Parcoursup, alors qu'ils l'ont été sur le système admission post-bac il y a tout de même très peu de temps. L'application des règles de transparence de droit commun a attiré l'attention sur l'usage fait par les établissements d'algorithmes de classement, sur les différences entre les résultats produits par un algorithme et le classement issu des délibérations des équipes pédagogiques et pourrait évidemment encourager les recours. Dans ces conditions, les enseignants et chercheurs seraient encore plus réticents qu'ils ne le sont déjà face à la nouvelle procédure. Je crois nécessaire, mes chers collègues, que le Sénat réaffirme une position de principe à ce sujet. Il n'y a aucune raison pour que les garanties de transparence offertes à l'ensemble des administrés ne s'appliquent pas à l'accès à l'université. D'autant plus qu'il y a aussi une vertu pédagogique à cela. Un étudiant qui aura échoué à l'entrée dans un établissement supérieur, d'enseignement supérieur, une année, a besoin de connaître ces critères, ne serait-ce que pour mieux se préparer à l'année d'après. En revanche, par souci de pragmatisme, et si mes collègues en sont d'accord, je prends l'engagement au nom de la commission des lois de rechercher un terrain de compromis en commission mixte paritaire, de manière à reporter au 1er janvier 2019 l'entrée en vigueur du 3 de l'article 14. Cela obligera le gouvernement à revenir sur le sujet en vue de la rentrée 2019, mais laissera tout de même une année d'apaisement aux établissements supérieurs. Voilà. D'autre part, il nous paraît important d'énoncer clairement dans le Code de l'éducation que les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur ne peuvent être prises sur le fondement exclusif d'un algorithme. Merci, Madame la rapporteure. Avis défavorable? Oui, excusez-moi. Oui, avis défavorable. Merci. Je mets aux voix l'amendement 99 avec un avis défavorable de la commission. Madame Robert, pour explication de vote. Bien. La rapporteure nous a déjà un peu interpellés sur son amendement, donc c'est aussi la raison pour laquelle je souhaite lui répondre, mais plus généralement sur ce qu'on vient d'entendre. Je dois vous avouer que, mais avec mes collègues, nous avions été extrêmement frustrés de ce qui s'était passé à la fin de l'examen du projet de loi sur l'orientation et la réussite des étudiants, puisque la question du secret des délibérations et cet amendement qui était arrivé beaucoup trop tard et que, Madame la Présidente, nous n'avions pas pu véritablement regarder en commission, nous avait laissé sur notre faim, car nous considérions, en plus de l'urgence à mettre ce nouveau Parcoursup et ces nouvelles, je dirais, politiques d'orientation des étudiants, en plus de l'urgence des financements et de tout le contexte qui avait prévalu à l'examen de ce projet de loi, qu'il y avait là un angle mort qui nous, je dirais, qui nous laissait vraiment sur notre faim. Et je suis très heureuse aujourd'hui, je vous le dis, que nous puissions, à la faveur de ce texte, remettre au moins ce débat et à la faveur de l'amendement du gouvernement dont, bien sûr, vous imaginez, nous ne partageons pas le contenu, mais au moins la réflexion de la rapporteure, nous puissions de nouveau en parler. Je serai très bref pour dire que je peux tout à fait entendre que, vu l'urgence, ce soit difficile, effectivement, que dans 15 jours, enfin c'est à la fin du mois de mars,
La loi sera promulguée donc en avril, et la commission mixte paritaire, et je crois en avril aussi, ça mette les universités dans la difficulté. Sachant que c'est vrai que la loi vraiment a abandonné, entre guillemets, aux établissements le traitement des dossiers pour classer les candidats. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, mais nous le savons tous quand nous regardons dans nos universités, c'est que forcément, elles vont mettre en place ce qu'on appelle des algorithmes maison, j'appelle ça maison, forcément, en fonction du nombre de dossiers, parce que ça va être extrêmement difficile, et c'est extrêmement difficile, on le voit aujourd'hui, de le faire. Donc, si nous avons l'engagement, comme la rapporteure l'a dit, que cette question de la transparence à laquelle vous êtes attachés, forcément, parce que ça participe à la fois de la confiance dans cet outil, mais aussi de la confiance plus générale que doivent avoir et que devraient avoir nos concitoyens dans la question des algorithmes. Si ces principes-là, si nous avons l'assurance que ces principes sont bien maintenus et seront inscrits dans la loi, avec effectivement un compromis en CMP qui permettrait au moins sur Parcoursup de les mettre en œuvre qu'à la début de l'année 2019, je pense que nous serons forcément d'accord avec vraiment cette idée, et j'en terminerai là, que cette question n'est vraiment Vous dépassez le temps largement, chers collègues. Pas anodine, et que lorsqu'on parle d'orientation, et quand vous avez vu que derrière on parlait de sélection, c'est aussi tout ça qui, dans le contexte, a parasité un peu la vision qu'on en avait aujourd'hui. Merci, chers collègues. Vu les demandes d'explication de vote qui restent, je vais suspendre maintenant la séance. Il y a trop de demandes d'explication de vote. Je vais être obligé de suspendre et nous reprendrons à 21h30 pour la suite de l'examen de ce texte. À 21h35, pardon. La séance est suspendue. La séance est reprise. Nous reprenons la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée relatif à la protection des données personnelles. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus aux explications de vote sur l'amendement numéro 99 au sein de l'article 14. Monsieur Ouzoulias, vous aviez demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, une réponse en deux temps. D'abord, sur la forme. Vous nous opposez une nouvelle fois le problème du temps et la pression que nécessiterait la nécessité de réaliser une rentrée sans ombrage. Vous savez, parce que vous l'avez appris, c'est le dispositif tactique qui a été mis au point par la ministre durant toute la discussion de la loi d'orientation et de réussite des étudiants, laquelle est allée même jusqu'à promulguer un arrêté avant l'examen du texte au Sénat. Nous avions dit à cette occasion à la ministre que nous avions les plus grandes craintes sur la précipitation avec laquelle les différents dispositifs étaient mis en place. Et malheureusement, les faits tels qu'ils remontent du terrain nous donnent raison aujourd'hui. Donc je pense qu'on aurait pu prendre un peu plus de temps et permettre un travail législatif plus approfondi. Sur le fond, ensuite, je comprends parfaitement votre raisonnement in abstracto, qui consiste à nous dire que vous prenez l'engagement absolu que tous les dossiers bénéficieront d'un examen individuel et que donc, si algorithme il y a, ils ne seront que constitutifs de la prise de décision pédagogique des jurys. Ça, c'est la théorie. La pratique, aujourd'hui, telle qu'elle se dévoile dans les universités, est tout autre. Nos collègues, vous le savez, parce que vous avez les mêmes informations que nous, sont soumis à une avalanche de dossiers qu'ils ne peuvent pas traiter matériellement, individuellement. C'est absolument pas possible. Donc, bien évidemment, ils ont recours à des traitements automatisés, et même si
on est d'accord sur le fond avec vous, sur votre volonté qu'il y ait un traitement individuel et personnel de chaque dossier. Il faudrait bien admettre qu'il puisse y avoir des situations où la nécessité obligerait les équipes pédagogiques à procéder autrement. Et dans ce cas-là, nous souhaiterions, c'est une nécessité dont notre rapporteur vous a expliqué les fondements juridiques, que dans ces cas-là, exceptionnels selon vous, ordinaires selon nous, il y ait la possibilité qu'il y ait un examen des algorithmes qui permettraient un traitement automatisé. Donc, merci, chers collègues. Effectivement, le temps s'est écoulé. Ah ben oui, au compteur, il me restait 30 secondes. Mais... Non. Merci, chers collègues. La parole à Madame Morin-Desailly, s'il vous plaît. Oui, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Madame Robert et que je partage tout à fait. Je suis d'accord avec vous, chers collègues, cher Pierre Ouzoulias, sur l'urgence dans laquelle nous sommes sans cesse à légiférer. Or, pour bien légiférer, on a toujours besoin du temps, de la réflexion, le temps pour les études, la concertation. Ça, je suis absolument d'accord. Là, la contrainte dans le cadre de la loi orientation et réussite des étudiants, c'était l'organisation de la rentrée scolaire pris dans l'étau de cette fin de la PEB déclarée illégale et une nouvelle procédure qu'il fallait mettre en place, ne pouvant se permettre une année blanche. Ce que je note, c'est que la loi que nous avons votée est en application, elle a été promulguée il y a quelques jours, après d'ailleurs que le Conseil constitutionnel se soit prononcé, donc validant le travail qui avait été donc fait dans nos assemblées. Je tiens à le dire aussi pour rassurer ceux qui nous écoutent. Maintenant, on sait très bien que cette année sera nécessairement une année d'adaptation et de transition entre un système ancien qui était hautement critiquable, que nous avions critiqué à l'époque, un système complètement opaque, dans le cadre duquel il n'y avait plus place, semble-t-il, à la décision d'ailleurs humaine pour pouvoir orienter utilement nos étudiants. Moi, je soutiens complètement Madame la rapporteure qui propose, donc dans le cadre aussi de la CMP, d'ici à la CMP, il y aura un petit peu de temps pour pouvoir approfondir le sujet, rassurer à la fois les universitaires, les présidents d'université et également les enseignants dans les lycées qui, à l'heure actuelle, finalisent cette procédure avec les élèves et les parents qui accompagnent, tout en prenant en compte une exigence accrue de transparence, parce que nous l'avions dit, notre rapporteur l'avait dit, de ces algorithmes, savoir vraiment précisément ce que ces boîtes noires recouvrent, parce que c'est aujourd'hui une exigence absolue. Je voudrais juste dire, n'oublions pas l'élément humain dans tout cela, car nous avons affaire à des étudiants. Et moi, je plaide vraiment pour que les enseignants, les présidents d'université, ces commissions pédagogiques qui se réunissent, eh bien, ces outils numériques, ça ne soit que des outils d'aide éventuellement à la décision, bien entendu, à aussi l'organisation des vœux, l'organisation aussi pour mettre les élèves vers les bonnes filières, mais que ça ne soit que des outils pour vraiment permettre la réussite des étudiants et faire en sorte que les vœux finaux correspondent bien à leurs aspirations pour réussir leur vie. Voilà, tout simplement. Donc moi, je fais tout à fait confiance à Madame la rapporteure qui nous dit qu'elle prendra les mesures pratiques, elle réfléchira d'ici la CMP. Voilà, je crois qu'on peut avancer utilement et que les quelques collègues de la Commission ici présents, finalement, sont assez d'accord. Merci, chers collègues. Madame Benbassa, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Je suis tout à fait d'accord avec Madame Morin-Desailly, mais en même temps, il faut peut-être arrêter, comme l'a fait Monsieur le Ministre, de nous, n'est-ce pas, décrire un idéal autour de ce parcours. Vous savez, à l'université, nous avons plus ou moins discuté. Nous ne pourrons pas gérer ces dossiers. Nous passerons par les algorithmes. Vous le savez bien, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens de personnel, tout simplement. Et puis nous avons nos travails d'enseignement. Ça sera fait comme ça, vous le savez. Mais il faut peut-être trouver des solutions pratiques pour qu'on puisse, peut-être l'année prochaine, procéder au travail sur ces dossiers d'une manière beaucoup plus humanisée et pas seulement laisser aux algorithmes. Actuellement, on va choisir les meilleurs et puis pour le reste, on verra.
Non, mais c'est la vérité. Il ne faut pas non plus cacher la vérité. Nous sommes les praticiens de ce Parcoursup. Les mots ne suffisent pas à gérer le problème. Je crois que vous êtes dans un monde un peu idéalisé. Je parle à ceux qui nous dirigent. Et nous faisons ce travail. C'est mieux qu'avant, ce que vous proposez. Mais ne nous dites pas que ça sera fait par des humains. Ce n'est pas possible. Peut-être une partie. Voilà. Merci. Merci, chers collègues. Vous avez ainsi achevé les explications de vote. Je mets aux voix l'amendement 99 avec un avis défavorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement 99 n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 14. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 14 est adopté. Après l'article 14, l'amendement 24 rectifié bis, défendu par M. Decool. Merci, Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre. Cet amendement, déposé puis retiré en première lecture à l'Assemblée nationale, vise à inscrire dans le Code de l'éducation nationale le principe de la transparence du traitement des données scolaires. Il s'inscrit dans la perspective d'une meilleure protection des élèves du premier et du second degré et les prémunit du traitement automatisé de leurs données. À l'heure de l'accélération de l'école, du numérique, il est primordial de protéger les jeunes publics d'une utilisation frauduleuse de leurs données et d'assurer par tous les moyens possibles la préservation de leur vie privée. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission ? Au regard des débats que nous venons d'avoir, je pense que c'est un amendement qui est plus un amendement d'appel qu'un amendement réaliste, en toute sincérité. Mais par conviction, je voterai sagesse. Merci, Madame la rapporteure. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la garde des Sceaux ? C'est un avis défavorable, Monsieur le Président. Le gouvernement a bien entendu conscience des exigences parfaitement légitimes des parents d'élèves et des enseignants en matière de transparence et de sécurité dans le traitement des données collectées dans le cadre scolaire. Il s'agit d'ailleurs d'une priorité du ministre de l'Éducation nationale dans le cadre de la politique qu'il conduit dans le domaine du développement des outils numériques en association avec la CNIL. Mais il me semble que le RGPD impose aux responsables de traitement d'établissements pour les EPLE, les établissements publics locaux d'enseignement, et pour les écoles, de tenir un registre des activités de traitement effectuées sur leur responsabilité. Ces registres constitueront une garantie fondamentale de transparence, d'autant que, comme tout document administratif, ils pourront être communiqués à toute personne intéressée qui en fera la demande. Il me semble que ces précautions paraissent d'autant plus nécessaires que le projet d'amendement mentionne sans plus de précision que les établissements d'enseignement scolaire devront donc effectuer ces traitements, et je pense que ce manque de précision et les établissements, la multiplicité des établissements qui sont alors visés ne nous permet pas de garantir que ces établissements seront en mesure de remplir les exigences posées par l'amendement. Le gouvernement est donc défavorable à cet amendement. Merci, Madame la garde des Sceaux. Monsieur Decool, pour vous êtes soutenu. Merci, Monsieur le Président. Madame le rapporteur, merci de votre appel à la sagesse. Je pense que notre jeunesse a besoin d'être protégée. Cet amendement, un peu comme ceux que j'avais proposé tout à l'heure, est novateur. Et il mériterait qu'on donne un signe fort à l'endroit de cette jeunesse qu'il faut protéger. Donc je maintiens cet amendement. Merci, chers collègues. Madame Morin-Desailly, pour explication de vote. Nous avons entendu les explications de Madame la Ministre et ce sujet, nous l'avons déjà abordé à la faveur d'un autre amendement, je crois pas plus tard qu'hier. Moi, je voulais dire à notre collègue qu'il a raison de poser la question. C'est un vrai sujet. Les explications données par Madame la Ministre ont été partiellement rassurantes. Moi,
Je crois tout à fait à la volonté du ministre de l'Éducation nationale de vouloir sécuriser les données des personnels, des enfants en premier lieu. Pour autant, je trouve qu'il faudrait que le gouvernement prenne peut-être ici ce soir l'engagement définitif de sortir de l'ambiguïté, comme je l'ai dit hier, qui consiste à avoir passé des marchés avec qui de Google, qui de Microsoft, qui ne nous donne absolument aucune garantie. On voit les dysfonctionnements liés à ces contrats avec les géants américains. Je ne citerai que la plus récente et désastreuse affaire à travers les données des utilisateurs de Facebook dans l'affaire Cambridge Analytica. On en parle beaucoup en ce moment. Donc, ces conditions générales d'utilisation établies d'ailleurs unilatéralement par ces géants du net font que tout ça n'est pas très clair et qu'il y a toujours des dysfonctionnements possibles, toujours des utilisations frauduleuses possibles à l'insu des détenteurs, enfin des propriétaires de données. Donc je vous le dis très officiellement, Madame le ministre, Monsieur le ministre, il faut vraiment sortir de l'ambiguïté. Je crois qu'on est vraiment à un tournant aujourd'hui. Les affaires récentes le montrent. C'est la fin. Pour moi, c'est la fin d'un modèle économique de l'Internet basé sur la gratuité, la publicité et l'utilisation, je ne parle même pas de surveillance massive, des données. C'est la fin. Je crois qu'on va avoir un devoir impérieux de refonder notre système de l'Internet sur des valeurs européennes. Merci, chers collègues. Je mets aux voix l'amendement 24 rectifié bis avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui vote contre? Qui s'abstient? L'amendement est adopté. Je mets aux voix l'article 14 bis. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 14 bis est adopté. Nous avons 3 amendements en discussion commune. Alors, le premier, malgré plusieurs lignes de signataires, n'est pas soutenu puisqu'aucun des signataires n'est dans l'hémicycle. Donc on passe au 68 rectifié. Madame Benbassa. Monsieur le Président, mes chers collègues, selon l'article 7 de la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement de données à caractère personnel pour être licite doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l'une des conditions énumérées par la loi. L'objet de notre amendement, similaire à celui qui vient d'être défendu par nos collègues qui n'étaient pas là, est alors de préciser la notion de consentement. Nous reprenons pour ce faire les préconisations de la CNIL et du G29, groupe de travail article 29 sur la protection des données, et proposons que soit précisé dans la loi que le consentement est une démarche active de l'utilisateur, explicite et de préférence écrite, qui doit être libre, spécifique et informée. Cela implique notamment que son consentement ne soit pas exigé en contrepartie d'un bien ou d'un service. Merci. Merci. Avis de... Non, on passe au deuxième en discussion commune. Madame Carrère. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. La question du consentement à la collecte de données personnelles est un sujet fondamental qui va probablement s'accroître avec la multiplication des utilisations faites de ces données une fois collectées. Jusqu'à présent, en effet, la méfiance de nos concitoyens s'est essentiellement portée sur les fichiers constitués par les pouvoirs publics et notamment les fichiers policiers. La prise de conscience de la valeur financière que représente la masse des données personnelles progressivement accumulées dans le secteur privé, alimente des revendications destinées à permettre aux individus de monnayer la commercialisation de leurs données personnelles. Cette revendication, qui peut apparaître légitime, remet cependant en question le financement des sites Internet gratuits, qui se rémunèrent souvent par la publicité ciblée à partir des données personnelles collectées sur ces sites ou par ailleurs. En quelque sorte, les consommateurs de sites Internet sont déjà rémunérés pour le transfert de données personnelles par la consommation gratuite de services qui ont des coûts de maintenance et de main-d'œuvre. Ces sites soulignent d'ailleurs souvent l'attachement des citoyens européens à la gratuité, il serait 80%. Pour autant, il nous apparaît important de réfléchir dès à présent à l'accompagnement vers un nouveau mode de financement des services
consommateurs de données personnelles qui soit plus respectueux de la notion juridique de consentement. Aujourd'hui, elle est réduite au rôle de simple formalité impérative pour l'accès à un service. Dans cette perspective, cet amendement vise à instaurer un vice du consentement en cas de l'existence d'une exigence d'autorisation d'utilisation de ces données personnelles en contrepartie d'un bien ou d'un service, à moins évidemment que le traitement faisant l'objet du consentement ne soit indispensable à la fourniture de ce bien ou de ce service. Merci. Avis de Madame la rapporteure sur ces deux amendements. C'est un avis de retrait car le présent amendement, ces deux amendements entendent compléter la loi informatique et liberté en vue de préciser les conditions de validité de recueil du consentement, mais le nouveau règlement général de protection des données apporte désormais une définition très précise du consentement et détaille en outre au sein d'un article spécifique les conditions applicables à la validité de son recueil. Comme l'a rappelé encore récemment la Commission européenne dans une communication dédiée à l'entrée en vigueur du règlement, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, il n'est pas seulement inutile, mais bel et bien interdit de reproduire le contenu d'un règlement européen dans le droit national. Mais, Madame la ministre, vos avis? Même avis, Monsieur le Président. Bien. Donc, demande de retrait, que faites-vous, Madame Benbassa, Maryse Carrère? Vous retirez, Madame Benbassa? Non. Donc, Madame Benbassa maintient son amendement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Après l'article 14 AA, un amendement de Madame Carrère, le 38 rectifié. Oui, Monsieur le Président, cet amendement s'inscrit dans la même logique que l'amendement précédent, celui de réfléchir à des nouveaux outils juridiques destinés à mieux protéger le consentement des personnes à l'utilisation de leurs données à des fins commerciales. Comme je viens de le dire, cette réflexion doit se mener de pair avec celle sur le financement des services en ligne proposés aujourd'hui gratuitement en apparence. En l'occurrence, il s'agit d'imposer le recueil du consentement au moment d'une cession de données personnelles à des fins d'utilisation commerciale. Merci. Madame la rapporteure. Merci. Cet amendement introduit des concepts et des interdictions qui ne sont pas ceux prévus par le règlement, qui régit déjà précisément les conditions de traitement fondées sur le consentement et encadre de multiples garanties les éventuels retraitements ultérieurs, respect des finalités, exercice des droits. Alors, nous sommes obligés de nous y tenir. Demande de retrait. Bien, demande de retrait. Madame la ministre. Même avis, Monsieur le Président. Madame Carrère, vous retirez. Après l'article 14 AA, un amendement 54 rectifié bis qui est là, monsieur. Allez-y. Absolument. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame le rapporteur, cet amendement est tout à fait particulier. Sans revenir sur la décision de la Commission de maintenir l'âge du consentement à 16 ans, cet amendement vise à mieux encadrer la procédure de consentement conjoint prévue dans le RGPD à l'article 8. Ce traitement n'est licite que si, dans la mesure où le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant. En effet, le RGPD est très flou en la matière. Son article 8 disposant que le responsable du traitement s'efforce raisonnablement de vérifier en pareil cas que le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant compte tenu des moyens technologiques disponibles. Que signifie la notion d'effort raisonnable? Comment évaluer les moyens technologiquement disponibles qui ne sont pas les mêmes pour l'ensemble des entreprises au même moment? La loi américaine, la loi COPPA, est paradoxalement beaucoup plus précise et protectrice en matière de consentement parental. Sans faire peser un fardeau normatif trop lourd sur les responsables de traitement, la procédure de consentement conjoint devrait être mieux définie en droit français pour mieux protéger à la fois les mineurs et les titulaires de l'autorisation de l'autorité parentale. C'est l'objet du présent amendement en deux temps. Un décret en Conseil d'État, pris après les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, devra préciser les conditions dans lesquelles s'exerce ce consentement conjoint, information à communiquer, procédure à suivre, pour obtenir l'effacement des données.
Et enfin, il prévoit que le responsable de traitement efface l'ensemble des données personnelles collectées lors de la procédure de consentement conjoint si le dit consentement n'est pas donné dans un délai de 15 jours. En effet, les données personnelles à la fois des parents et du mineur pourront être recueillies lors de cette procédure que l'entreprise n'a aucune raison de conserver si ce consentement n'est pas in fine donné. Merci. L'avis de la commission, Madame la rapporteure. Cet amendement est en partie satisfait par le règlement dont je rappelle qu'il fixe par défaut l'âge de consentement des mineurs à 16 ans et il n'est donc interdit par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne de recopier ces dispositions dans le droit national. Je vous demanderai ce serait une demande de retrait. Madame la ministre. On est bien d'accord, c'est sur les 3 amendements, hein. Oui, Monsieur le Président, c'est un avis défavorable que j'émets à cet amendement. Comme l'a dit Madame la rapporteure, la marge de manœuvre de l'article 8.1 du règlement permet aux États membres, nous le savons, de prévoir par la loi un âge inférieur, etc. Elle ne permet cependant pas de préciser les conditions de recueil de ce consentement. Comme le précise l'objet de cet amendement, l'obligation présente à l'article 8.2 est celle d'un effort raisonnable, ce qui implique une obligation de moyens. Précisé par un décret, comme cela est suggéré, les conditions applicables à ce consentement pourraient remettre en cause plusieurs objectifs du règlement de 2016 et notamment la question de l'harmonisation et de la responsabilisation. Par ailleurs, le décret en Conseil d'État n'apparaît pas être l'outil le plus adapté. Les services de la Société de l'information concernés évoluent très rapidement alors que l'outil proposé reste relativement rigide, et ce, alors même que les autorités de protection de données qui sont réunies au sein du G29 ont précisé les conditions de ce consentement dans un avis récent qui est plus évolutif. Une nouvelle version de cet avis devrait d'ailleurs être publiée prochainement à la suite de la consultation publique qui a été menée par ces autorités. Par ailleurs, l'amendement propose un effacement des données à caractère personnel collectées si le consentement n'est pas donné dans un délai de 15 jours. Il me semble que ce délai n'apparaît pas souhaitable. En effet, si, par exemple, le consentement n'est pas autorisé, il n'y a aucune utilité à conserver les données plus longtemps que nécessaire. Et en ce sens, le G29 rappelle l'application de l'article 5.1 avec ce principe de mutualisation des données dans le cadre de la mise en œuvre du RGPD. Pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable. Donc c'est avis défavorable sur les 3. Hein. Donc demande de retrait sur les 3 par Madame la rapporteure et avis défavorable de Madame la ministre. Oui. Oui, l'amendement 54 et les 2 amendements qui suivent après, l'amendement de repli, sont donc retirés. Merci. Après l'article 14 AA, nous passons à l'amendement 26 rectifié terre. Toujours à vous la parole. Cet amendement, qui a été présenté en première lecture à l'Assemblée nationale et rejeté, entend créer des droits moraux sur les données personnelles générées en ligne. De même qu'il existe un droit de la propriété intellectuelle sur les écrits, il semble logique de créer un droit de la propriété intellectuelle sur les écrits publics en ligne, sur un blog, sur un réseau social, média d'expression moderne. Il convient de reconnaître que le net et les réseaux sociaux sont aujourd'hui un foyer de création artistique et intellectuelle. Cet amendement entend reconnaître cette création numérique et accorder aux citoyens un droit d'exploitation des données numériques. Au-delà de la création de données personnelles, cet amendement crée un droit moral sur les données, non coordonnées, historiques de navigation, légales à ses héritiers ou à des tiers, afin d'encourager une gestion prudente des données personnelles. Il n'est en effet pas normal que ces données soient aujourd'hui exploitées sans vergogne, alors que la grande majorité des utilisateurs n'a pas connaissance de ces masses de données produites et abandonnées à des opérateurs extérieurs. Merci. Avis de Madame la rapporteure. Oui, le droit de la propriété intellectuelle qui attache des droits patrimoniaux et moraux aux créations originales de l'esprit ne paraît pas être l'outil adapté pour régir justement les données personnelles. Et j'ai aussi un doute sur le caractère normatif de cette proclamation. C'est un avis de retrait. Donc retrait, Madame la ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, le gouvernement est défavorable
comme à l'Assemblée nationale d'ailleurs, à cet amendement qui a pour effet de conduire à une patrimonialisation des données personnelles. Il importe de rappeler, je crois, que le droit d'auteur et le droit moral qui lui est attaché ne s'appliquent qu'aux œuvres de l'esprit, notamment aux livres, aux œuvres audiovisuelles, aux sculptures, aux peintures créées par les auteurs. De simples données personnelles qui ne résultent donc pas d'un acte de création n'ont, me semble-t-il, pas vocation à être protégées par le droit d'auteur. L'extension du droit d'auteur aux données personnelles ne me semble donc pas fondée, elle ne me semble pas davantage opportune. L'insertion des données personnelles dans le champ de protection du droit d'auteur aurait en effet pour conséquence de consacrer au profit des personnes concernées un véritable monopole d'exploitation sur ces données qui interférerait avec le cadre fixé par la loi de 1978. Donc, de façon générale, la patrimonialisation des données personnelles constitue bien sûr un sujet extrêmement complexe qui n'est pas tranché complètement aujourd'hui. En l'état du droit, il n'existe pas de droit de propriété de l'individu sur ces données personnelles et le RGPD ne l'a d'ailleurs pas consacré au niveau européen. Des réflexions très approfondies ont déjà été conduites sur ce sujet et notamment le Conseil d'État y a consacré une analyse extrêmement intéressante et approfondie dans son étude annuelle de 2014 sur le numérique et les droits fondamentaux. Il a jugé préférable d'écarter la reconnaissance d'un droit de propriété de l'individu sur ces données et de consacrer à la place un droit à, je le cite, l'autodétermination informationnelle, qui est entendue comme la liberté de l'individu de décider comment ces données personnelles peuvent être utilisées. Ce droit a d'ailleurs été développé par la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe, qui a consacré un tel concept en 1983, tendant, je cite la Cour, à garantir en principe la capacité de l'individu à décider de la communication et de l'utilisation de ces données à caractère personnel. Cette conception a été reprise au niveau national dans la loi pour une république numérique et il n'est aujourd'hui pas envisagé d'aller plus loin, pas dans le cadre du présent projet de loi. Je sais que certains considèrent que reconnaître un droit de propriété sur ces données serait plus favorable aux citoyens, car il permettrait de mieux les associer à la création des richesses produites par l'exploitation de leurs données personnelles. Il s'agirait également d'accompagner peut-être une réalité qui est que nos données, nous le savons, sont déjà objets de commerce. Mais je crois qu'il faut être extrêmement prudent avant de s'engager sur cette voie. Comme l'a rappelé le Conseil d'État, un tel rééquilibrage serait largement illusoire. Comment fixer le prix d'une donnée alors que ce sont souvent les croisements de très grandes bases de données qui leur confèrent de la valeur, en permettant par exemple de créer des ciblages publicitaires très précis? Comment assurer le respect d'un tel droit à l'échelle européenne ou internationale? Comment articuler ce droit avec les restrictions au droit à protection des données, etc. Il existe déjà un certain nombre de normes qui protègent l'individu contre une exploitation abusive de leurs données personnelles. L'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le règlement européen et la directive que nous transposons aujourd'hui dans le présent projet de loi, ainsi que diverses législations sectorielles propres par exemple à la protection des bases de données en matière de droit de la propriété intellectuelle, permettent de converger sur ce point de vue. Il me paraît donc plus sage de conserver ce cadre juridique plutôt que de s'engager sur la voie d'une patrimonialisation des données personnelles. Bien, après tout cela, vous retirez? Oui, Monsieur le Président. Naturellement, cela ne me satisfait pas totalement, mais les explications qui m'ont été données m'invitent à retirer cet amendement. Très bien. Bon. Il est retiré. Donc, on vote sur l'article 14A. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des données personnelles. Qui est pour? Comment? Je n'ai pas entendu la demande d'explication de vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le projet de loi est adopté.
Voilà pour les débats des sénateurs autour de l'article 14. Les sénateurs qui, vous l'avez vu, ont donc modifié cet article en renforçant la transparence des algorithmes utilisés par les administrations à l'égard des citoyens. Il faut dire que ces algorithmes sont omniprésents, aussi bien dans Pôle emploi que dans la nouvelle plateforme post-bac Parcoursup ou encore dans la répartition des allocations familiales. Les sénateurs ont renforcé cette transparence contre l'avis du gouvernement et il est clair que ce point sera discuté lors de la prochaine commission mixte paritaire qui va rassembler députés et sénateurs. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur la chaîne parlementaire.